à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chronique. Je sais pas si vous voyez, ça passait plus grand avant que je lance la caméra. Je suis donc assise par terre parce que je ne suis pas encore aménagé un petit coin vraiment pour tout cas tourner, mais du moment que je tourne devant la bibliothèque, je trouve que c'est le plus important. Voilà, je suis en pull, c'est les rares fois où vous me voyez habillée différemment parce que je suis tout le temps avec mes chemises et tout. Mais je trouve que changer un petit peu, c'est bien un peu de temps en temps. Voilà, c'est un capuchon col roulé de la marque Jean Pascal, je crois. Oui, j'ai profité seul comme tout le monde, mais c'est pas un peu le sujet, etc. Donc je reviens donc pour une chronique. Quand vous aurez pu marquer, vous allez donc en avoir deux d'affilée. Celle de la troisième ligne d'Anne Chevalier Mao et donc celle-ci. Donc aujourd'hui, je vais donc vous présenter les énigmes de l'histoire de France sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, édité chez France Classique. Alors, résumé, c'est un peu péjoratif, je dirais pas, mais c'est qu'en fait, comme c'est indiqué dans le titre, on va s'intéresser à des énigmes de l'histoire de France, de la bataille d'Alésia, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est ça, jusqu'à le retrait de Gaulle à Baden-Baden, donc on englobe pratiquement 2 siècles d'histoire de France, au travers de 20 chapitres, de 20 énigmes différents, où chaque chapitre, c'est un historien qui comment dire, développe sur cette espèce de mystère toutes les théories qu'il y a pu avoir autour de ces différentes énigmes. Je n'ai pas lu ce livre, je l'ai écouté parce que j'ai trouvé en audio sur Audible. Et franchement, la personne qui a lu le livre l'a très bien fait. Je n'ai plus son nom en tête à l'instant T. Et puis j'ai laissé mon portable dans ma chambre, bref. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est vraiment, comme je disais à l'instant, que ça a englobé pratiquement 2 siècles d'histoire, donc de 52 de notre ère jusqu'à... Oui, j'ai pas mes lunettes, mais je vois très bien sans, vous en faites pas. Donc il n'y a pas l'année. Ça doit être 1950, je crois, quelque chose comme ça, le retrait de Gaulle à Baden-Baden. Mais en tout cas, c'est donc bien 2 siècles, 20 énigmes différentes. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce qu'il y a des énigmes que je connaissais pas forcément, ou que j'en ai déjà entendu parler. Par exemple, le complot de la cagoule, je ne connaissais pas du tout, cette histoire-là. Il y a d'autres qui sont très populaires. Voilà, 68, le général de Gaulle disparaît. Je suis désolée, j'ai des petites apartés comme ça. J'ai déjà écrit ma chronique, j'ai déjà en tête, mais sur le coup, j'ai pas noté les dates. Donc, mais c'est vrai qu'Alésia, je savais pas qu'il y avait toute une espèce d'énigmes autour de mystères et autres. Il y en a un autre qui se passe à peu près à ce moment-là, enfin, pas si longtemps que ça. Oui, donc après, c'est les Templiers. Ce que je trouvais un peu dommage, c'est qu'il y a l'Antiquité et le Moyen-Âge un petit peu été oubliés. Sur les 20 chapitres, sur l'époque de l'Antiquité, on en a qu'un seul, c'est Alésia. Le Moyen-Âge, on en a 2, que sont l'énigme Jeanne d'Arc et les Templiers. Sur le fameux procès des Templiers, plus précisément, je crois que si je vous dis pas de bêtises. J'ai le sommaire au début du livre, donc j'ai perdu tous les chapitres. Et c'est ça. Et donc après, on est plus au moment de la Renaissance, au moment de la Saint-Barthélemy, donc le fameux massacre de Saint-Barthélemy, où on va où des protestants, j'allais dire un autre mot qui commence par pro, voilà. Donc des protestants vont être massacrés. Et donc après, à ce moment-là, quasiment de la Renaissance, c'est-à-dire quasiment au moment du règne d'Henri IV jusqu'à De Gaulle, c'est quasiment beaucoup ces périodes-là qui vont être traitées, la Renaissance, le siècle des Lumières, l'époque contemporaine, pas tant que ça. Si après, mais c'est vraiment plus Renaissance à l'époque contemporaine, le Moyen-Âge, l'Antiquité ont été un peu mis de côté, ce que je veux dire, je trouve un peu dommage, comme je l'ai dit. Mais après tout, c'est pas moi qui fais le livre, c'est donc l'auteur, donc c'est. Sinon, ça n'aurait pas de charme, c'était les lecteurs qui faisaient le livre. Mais je pense, comme j'ai dit dans ma chronique écrite, qu'il se peut que, en effet, l'Antiquité et le Moyen-Âge ne soient pas si propices que ça aux énigmes, aux mystères. J'ai bien aimé aussi qu'il y ait 2 chapitres qui ont été plus ou moins reliés, à savoir le procès des Templiers et l'énigme de Reine de Château. J'ai déjà entendu cette histoire de Reine de Château, je sais pas combien de fois, parce qu'elle est très populaire dans le genre-là. C'est que dans le sud de la France, au niveau des Pyrénées, je sais plus trop exactement, donc à Reine de Château, hein, c'est une ville, un prêtre va entamer d'énormes rénovations au sein de l'abbaye, enfin, c'est une abbaye, je crois. J'ai plus les... Je crois pas si c'est une abbaye, mais enfin, au sein de l'église de Rennes le Château. Donc en fait, donc c'est vraiment des... En fait, donc l'abbé Saunière, qui était à ce moment-là devenue donc l'abbé de cet endroit-là, donc premier c'est une abbaye, va entamer des travaux qu'il va payer lui-même, pratiquement.
Sauf que, comment un prêtre, ou en tout cas un abbé, puisse avoir autant de fonds pour rénover un tel bâtiment. C'est ça que personne comprend. Ainsi acheter des terres qu'il y a autour, etc. Comment un simple abbé a pu avoir autant d'argent, un tel pécule, pour de telles choses. Voilà. Et il y a également eu, je crois, d'autres rénovations qui ont été faites autour, etc. à Rennes-le-Château. C'est une énigme parce que personne ne sait d'où vient ce pécule, comme je dis, on peut envoyer ce terme-là. D'autres vont dire qu'il a certains vont dire qu'il a trouvé. C'est là qu'on voit vraiment la théorie du complot, enfin, c'est beaucoup de théories. Certains vont dire qu'il a trouvé son Saint Graal, d'autres disent qu'il a trouvé un des nombreux trésors des Templiers, c'est pour ça que je faisais le lien avec les Templiers de tout à l'heure. On ne sait pas, on ne sait pas où est-ce que l'abbé Saunière a eu tout ce pécule. Et c'est donc ça continue après la mort de l'abbé Saunière, parce qu'on disait que celle qui travaillait pour lui, en tout cas sa gouvernante, je crois. Sa gouvernante, je crois, va tout simplement dire bah oui, en effet, il a trouvé un trésor, etc. On n'a jamais eu le fin mot de l'histoire parce qu'ils voilà, il y en a beaucoup qui ont un peu utilisé un peu ses notoriétés. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu ce genre d'énigmes-là, c'est des énigmes que quasiment tout le monde a entendu parler. Bon, pas le cas de la cagoule pour moi. De Gaulle, j'ai entendu qu'il était parti à Baden-Baden, mais sans comprendre plus pourquoi. Mais c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que c'est vraiment des énigmes qui sont peut-être assez populaires. Donc Jeanne d'Arc, comment cette simple fille de Don Rémy a pu devenir la grande pucelle d'Orléans, libérer Orléans, etc. Voilà, d'où lui viennent ses voix, etc. Ce genre de choses. Pareil, les Templiers, est-ce qu'il y a vraiment eu un énorme trésor qu'ils ont réussi à planquer? On a le cas de Robespierre. En fait, le cas de Robespierre, c'est une énigme à lui tout seul. Et ce genre de choses qui fait que, en fait, le gars, il est entouré de mystère. C'est comment ce mec qui a su se faire un cercle autour de lui, mais assez restreint de personnes. On lui connaît pas d'amourettes, on lui connaît pas de petites amies, même de fiancées. C'est juste pour vous dire que ça va très loin le cas de Robespierre. Hein. C'est une énigme à lui tout seul. Comment c'est formulé d'ailleurs? Voilà, un Robespierre, un monstre bien utile. Comment ce gars-là a pu devenir un peu le monstre qu'on connaît un peu aujourd'hui? Enfin, le monstre. J'emploie des gros guillemets parce que voilà, je suis pas historienne donc c'est pas spécialement ma tasse de thé. Pareil, salut, la liaison du duc de Bourbon, je la connaissais pas du tout, c'était une là. Pareil, comme le cas de la mort du duc d'Enghien. J'ai déjà entendu cette affaire-là avec Poisson Fécond et sur sa bulle sur Talleyrand. Parce que Talleyrand, on voyait rien avec la mort du duc d'Enghien. Donc là, c'est ce cas qui a le lien entre plus précisément Napoléon et le duc d'Enghien. Ça aussi, c'est un peu ce genre d'énigme. Et je l'ai fait un peu dans le désordre. Voilà, le fameux collier de l'affaire du collier, où en fait Marie-Antoinette aurait acheté un collier très cher à deux joailliers. Et en fait, c'est pas du tout vrai. En fait, elle a jamais acheté ce bijou. Quelle est toute cette intrigue pour... Excusez-moi, je suis il y a peu de temps, j'ai pas encore pris mon café. Où en fait, comment Jeanne Abad a pu un petit peu faire en sorte d'avoir la sympathie du. Ah, purée. Du duc de. Pas du Rouen, l'évêque de Rouen. Évêque, je crois. Ce genre de choses, en fait, on se rend compte que cette affaire de collier n'a pas forcément porté préjudice à la reine au moment de son procès. Voilà, ça va aller qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment on en est arrivé là. Attends, mais le bras de Ravaillac. Ravaillac, c'est le gars qui a assassiné Laurent Henri IV. Qui a réussi à assassiner Henri IV parce qu'il y a eu plusieurs tentatives. Je crois qu'il y a eu 3 autres tentatives d'assassinat contre Henri IV qui ont échoué et Ravaillac, malheureusement, c'est le 4ème, il a réussi. Donc, comment Ravaillac, comment cet homme qui apparemment n'était pas si sain d'esprit que ça, en est arrivé à tuer Henri IV? Je crois qu'il y a eu un retard mental, Ravaillac. J'ai un doute sur l'instant T. Mais, donc voilà. Un autre Jules de Mazarin, liaison intime de l'esprit. C'est pas quelle liaison ils avaient réellement entre eux. Un autre histoire, évidemment, la merde de Louis XIV, parce qu'ils s'en souviennent pas. Les poisons, une ombre sur le roi, c'est cette affaire où il y a eu des meurtres d'enfants, etc. On dit que c'est au lieu de la noblesse, etc. Le masque de fer démasqué, le fameux masque de fer, on ne sait pas trop qui c'est. Beaucoup vont dire que c'est le frère jumeau de Louis XIV pour pas que Louis XIV a fait un peu écarter tout ça pour pas qu'il prenne sa place, on sait pas quoi. La Mauresse de Moret, noire d'Isère contourcée, c'est une sœur, une nonne qui a la peau noire en fait. Ça peut paraître bizarre, mais je pense. Maintenant, ça peut pas. Je pense que trouver des religieux ou des religieuses noires en France, je vais pas dire que c'est courant, mais ça existe, pour mon point de vue. Et on dit qu'elle a un lien avec le roi Soleil, etc. Donc c'est de grandes affaires. Louis XVII, l'entouré de frères perdus, c'est qui c'est pas Louis XVII, c'est donc cet enfant Louis XVII qui est donc mort pendant la Révolution.
On dit qu'il y a substitution, qui était encore en vie après la Révolution, en mai qui est censé être mort en prison. Encore aujourd'hui, ça fait débat. Le fameux cas du duc d'Enghien. Saint-Leu, Napoléon III, qui est le fils d'Hortense de Beauharnais, donc qui est la fille de Joséphine, et donc la belle-fille, et qui est aussi la belle-sœur de Napoléon. Parce que Hortense, on l'a mariée à Louis Bonaparte, qui était frère de Napoléon. Et Louis, il a eu du mal à reconnaître la paternité de Napoléon III, donc leur enfant. Et la mort de Zola, voilà, est-ce que... apparemment, Zola serait mort suite de... comment dire, il y a eu du dioxyde de carbone, je crois. Et beaucoup disent, non, c'est pas si vrai que ça. Donc Rennes le Château, comme je disais, la fameuse histoire de l'abbé qui apparemment a eu un certain pécule, donc on se doute. Qui se cache sous la cagoule, voilà. Jean Moulin, la mort de Jean Moulin, etc. La traque de Jean Moulin. Enfin, l'arrestation de Jean Moulin, ce qu'il a vécu, enfin ce que les nazis ont pu lui faire, etc. Et donc le De Gaulle à Baden-Baden, le coup de massue. C'est vraiment toutes ces énigmes-là qui ont fait que on est vraiment entouré. La France regorge du mystère et on en a 20 là. Est-ce que, je pense que ça va être les 20 plus célèbres. Mais c'est vrai, comme je dis, tout ce qui est l'Antiquité, le Moyen-Âge sont un peu écartés. Je dis pas que par exemple, il ne fallait pas du cas de la peste noire, parce que tout le monde sait très bien que c'est un virus, une bactérie qui nous vient de Chine, quand le Covid-19, là, enfin le nouveau coronavirus qui a commencé comment dire, qui a débarqué de Chine par exemple. Donc, c'est vrai qu'on l'appelle le coronavirus, mais je crois que le nom de l'annonce c'est le Covid-19, je crois, ou Covid-19, enfin, officiellement c'est le nom qu'on doit lui donner. Mais voilà, parce que c'est très populaire, tout le monde le sait, voilà, par exemple le cannabis noir. Mais je crois que c'est vraiment des énigmes qui sont toutes très connues. Enfin, quand on s'intéresse à l'histoire de France, c'est des énigmes qui sont, enfin, des sujets qui sont très connus. Il y en a certains qui ne sont pas forcément, comme le cas du duc de Bourbon, le cas de la Bessonnière à Rennes-le-Château. De Gaulle à Baden-Baden, je pense qu'on en a tous entendu parler, mais je ne sais pas spécialement pourquoi, du comment il s'est retrouvé là-bas. Et peut-être le cas du duc d'Enghien, mais je suis en train de chercher. Autrement, c'est tous des sujets que tout le monde en a entendu parler de près, en tout cas de près ou de loin, quand on s'intéresse à l'histoire de France. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très large, très diversifié en termes de sujets. Et chose intéressante, je vous ai dit, c'était sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils. Sauf que, en effet, c'est pas Jean-Christian Petit-Fils qui a écrit sur tous les sujets, c'est différents historiens, peut-être plus ou moins spécialisés dans ces sujets-là, en tout cas dans ces périodes-là. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a des points de vue différents sur des époques différentes. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on est beaucoup autour de la Renaissance, du siècle des Lumières. Et le fait que ce soit différents points de vue, certes sur un sujet, mais on a un point de vue, ça ne sera pas le même point de vue si c'est un autre historien qui l'aura écrit, etc. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a ici des sources différentes, il y a vraiment des écrits différents. Dans le cas de l'énigme Louis XVII, c'est le cas notamment des tests ADN, et il y en a eu des masses. Je crois que l'énigme Louis XVII, c'est la seule énigme de France où je crois qu'on atteint, même de l'énigme, c'est la seule fois, pour le cas du 7, même en général, ça arrive plusieurs fois où l'ADN arrive, où la science aide l'histoire. En tout cas, notamment vis-à-vis des tests ADN, mais là, je crois que 2017 bat des records d'analyse ADN, je crois, par rapport à l'ADN mitochondrial. On n'a pas dit l'ADN pur et dur de Louis XVII parce que on n'a pas son corps, déjà d'une. Le corps de l'enfant du temple, en tout cas de Louis XVII, a été jeté dans une fosse commune. Et donc c'est ce qui fait que, voilà, qui dit fausse commune, dit des corps qui sont jetés les autres, des squelettes qui se mélangent. Enfin bref, c'est très compliqué. Et donc là, les tests ADN, ça a été, mais je crois qu'on a atteint des records. Mais je pense que si on avait le corps de l'enfant, cette histoire aurait été réglée depuis fort longtemps. Mais c'est ça que j'aime beaucoup cette histoire, c'est que c'est des sujets qui, comme je disais, qui amènent la passion qu'on connaît, mais qu'on en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Autre point intéressant, c'est le fait que c'est un livre, on peut lire un chapitre. Il y a des fichiers même du livre de chevet. J'ai vécu ça avec 2 livres, je vais vous les montrer après. C'est que c'est un livre où tu peux lire 1 ou 2 chapitres comme ça d'affilée, faire une pause dans le bouquin et le reprendre 6 mois plus tard, comme si de rien n'était. Parce que, comme je disais, c'est pas comme un roman où tu as un fil rouge, il faut pas perdre le fil, sinon tu comprends plus ce qui se passe, etc. C'est clair, comme je disais, on est à Alésia, et après on reprend les 6 mois plus tard, on est à au procès des Templiers. Je veux dire, on n'est pas aussitôt sur l'après Alésia, on passe directement après aux Templiers. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé dans cet ouvrage-là, qui est vraiment intéressant, c'est le genre d'ouvrage où qui se lit pas d'un bloc. Moi, je l'écoutais en audio. Je vais pas vous mentir, je travaillais au boulot, donc j'étais tout seul à faire du nettoyage dans ma classe. Et donc, c'est le genre de livre où en fait, j'ai dû avoir, je crois, 2 chapitres d'affilée.
mais on emmagasine un max d'infos. C'est pour ça que j'autorise à, enfin, que je vous conseille à faire une pause entre deux livres, entre deux chapitres pour vraiment, et lire ce chapitre-là entre deux livres pour vraiment un petit peu souffler un peu et reprendre autre chose. Parce que ce qui est bien avec les illustrations de France, c'est que j'ai également vécu ce cas-là avec ces deux livres-là de Stéphane Bern, donc Les secrets d'histoire et donc Les pourquoi de l'histoire. Le tome 2, je l'ai fini 2 ans après avoir commencé, par exemple. Les pourquoi de l'histoire, par exemple, je l'avais dit. Là, c'est le tome 1 parce que j'ai le premier que j'avais sous la main. Mais le tome 2, je me rappelle, je l'avais commencé en 2016, je crois, à peu près. Et je l'ai fini que l'année dernière, en 2019, soit 2 ans après. Donc pour vous dire que si c'est le cas pour ceux-là, c'est également le cas pour celui-là, c'est dans le sens où c'est pas forcément un livre qui se lit d'une traite, parce que sinon, je l'ai vécu le test avec celui-là, j'ai lu 20 minutes, donc en gros une dizaine de chapitres, parce que c'est à peu près des chapitres qui ont 2 pages. Mais quand vous bouffez mais un max d'infos, au bout d'un moment, le cerveau il dit stop, on fait une pause 5 minutes, parce que sinon ça va pas. Mais autrement, c'est très intéressant à lire en tout cas. Les points positifs, je pense que c'est un livre qui est vraiment intéressant, qui se lit assez facilement, des sujets très variés et tout. Qui se lit pas forcément sur la durée, enfin qui se lit sur la durée mais pas forcément sur la durée mais en long terme, pas forcément en court terme. J'ai une espèce de cache-cou qui fait comme ça, que le plus ça me perturbe un peu, ça fait un peu effet Sharp, je suis désolée. Le point négatif, comme je disais, c'est le côté où, certes, on englobe quasiment 2 siècles d'histoire, mais finalement, l'Antiquité et le Moyen-Âge sont un peu mis à part, parce que peut-être que ce pas des sujets propices aux énigmes. Mais autrement, aussi, ce qui est vraiment intéressant, c'est, comme je disais, le point positif, c'est le fait de différents points de vue, avec différents historiens. Jean-Christian Petit-Fils a fait son chapitre à lui, c'est celui sur Robespierre, qui est vraiment très intéressant, et très complet d'ailleurs. Et au point que j'ai adoré avec ce bouquin, c'est qu'à la fin, on a beaucoup. Donc là, c'est vraiment les notices biographiques des auteurs, c'est vraiment. Il fait donc en fait, son petit-fils a fait en fait mettre des notices biographiques, pas biographiques, oui biographiques. C'est-à-dire qu'il présente un peu chaque histoire qui sont allés et chacun de ce que les auteurs, enfin ces histoires ont écrit. Chose qui fait qu'aussi on a besoin un peu de compléter parce que je vais donner le premier exemple. On va prendre le cas de Jean-Christian Petit-Fils, tiens, parce qu'il est dedans. Jean-Christian Petit-Fils, historien, écrivain, docteur des temps de nana. Et donc disent qu'il a donc écrit beaucoup de livres aussi sur le cas Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Et donc il a écrit beaucoup de livres sur le masque de fer, l'assassinat d'Henri IV. Donc c'est ce qui fait que si on veut, on peut. Ça sert de base et si on veut compléter, on a donc des ouvrages en plus et ça me donne davantage envie de concentrer. Chose que j'ai beaucoup aimé avec cet ouvrage-là. Ma chronique sur les énigmes d'histoire de France, donc écrite sous la direction de Jean-Christian, enfin sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils, édition française, est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'elle a été très longue, mais je crois qu'il y avait tellement de trucs à dire que qu'en vidéo c'est plus facile pour moi d'en parler plus qu'à l'écrit. Mais en tout cas, c'est un livre que je vous conseille de lire si vous aimez l'histoire de France, tout ce que vous aimez, tout ce qui est un peu énigme et tout. Et bah sur ce, bah, je vous dis donc à bientôt pour de prochaines lectures.